Voici un livre dont le personnage principal n'est pas un homme ni une femme, c'est un instrument de musique, le saxophone. Son auteur, Marcel Perrin, en écrivant en quelque sorte le roman du saxophone, a voulu, je pense, réparer un oubli, puisque seul instrument, à ma connaissance dans ce cas, le saxophone, Marcel Perrin n'avait aucun livre qui lui était jusque-là consacré. C'est exact. Bien exact. Et je crois qu'on peut dire d'ailleurs que cette misère de la littérature saxophonique, si je puis dire, reflète un peu ce qu'a été la misère du saxophone dans les années qui précèdent, puisque cet instrument dont l'invention remonte à 1842. 1842 a mis très longtemps pour conquérir sa vraie place. Sa vraie place, somme toute, depuis 1935, grâce à Marcel Mull. C'est cela. Disons tout de suite que le saxophone est peut-être le seul instrument de musique aussi dans ce cas à porter un nom qui est le nom de son inventeur, M. Sax. Aussi exact. Adolphe Sax qui a trouvé cette formule de combler une lacune aussi entre les voix, entre les cuivres et les bois, a donc créé un lien sonore. Il n'y a donc aucune différence maintenant dans l'harmonie lorsqu'on entend un enchaînement du grave à l'aigu, partant des instruments cuivre jusqu'aux instruments bois, en passant par cette famille de saxophones. Oui. Comment le saxophone a-t-il pu être oublié et retrouvé à ce point? Il a été oublié parce qu'il n'y avait pas d'exécutant suffisamment à la hauteur pouvant interpréter une phrase musicale ou jouer de cet instrument tel que l'avait conçu Adolphe Sax. Il l'avait jeté longtemps dans les musiques militaires et harmonies, mais en 1920, après la Première Guerre mondiale, le jazz, qui nous était importé somme toute d'Amérique, nous a fait réentendre le saxophone, mais si l'instrument paraissait être le même, il avait une autre sonorité. C'est ça, ce qui fait que c'est en somme au jazz que le saxophone doit tout de même indirectement d'avoir retrouvé aujourd'hui sa place dans l'orchestre et dans la musique classique. Nous pouvons dire même directement à partir de 1920. Oui. Monsieur Perrin, il y a dans votre livre un certain nombre d'affirmations concernant le saxophone. Je voudrais, si vous le voulez bien, les reprendre avec vous. Et puisque aussi bien vous êtes professeur de saxophone et vous êtes un saxophoniste international, peut-on dire, je voudrais vous demander de me répondre, non pas avec des arguments, mais avec votre voix, c'est-à-dire de me prouver que tout ce que vous dites dans votre livre est bien vrai. Alors, si vous le voulez, il y a des saxophones à côté de nous. Nous allons nous diriger vers la table. Bien. Voilà, tout d'abord, Monsieur Perrin, vous affirmez dans ce livre qu'il y a 7 saxophones, il n'y en a que 3 ici. Pourquoi? Eh bien, il ne subsiste que ces 3 saxophones et un 4e qui n'est pas ici, qui est appelé le saxo baryton. Normalement, Adolphe Sax avait prévu le saxo du plus aigu, sonorité plus aiguë jusqu'aux sonorités plus graves, donc une échelle de 7. Et de la sonorité la plus aiguë à la plus grave, nous trouvons ici le saxo soprane, qui se rapproche de la voix de soprane dans le quatuor vocal. Soprane femme. Soprane femme. Le saxo alto, qui est l'alto femme. Saxo ténor, la voix aiguë des hommes. Et enfin, le saxo baryton, qui est la voix de grave. Qui est absent. Voulez-vous que nous prenions, Monsieur Perrin, une phrase très connue des auditeurs, par exemple, une phrase du Boléro de Ravel, si vous voulez. Oui. Et vous allez nous la présenter dans ces 3 versions, avec ces 3 instruments. Je vais vous le reprendre. J'ai passé à un autre exemple. Vous affirmez aussi, Monsieur Perrin, dans votre livre, que le saxophone a subi des perfectionnements et que les saxos que nous avons aujourd'hui ne ressemblent pas du tout à ceux qu'a inventé Sax. En quoi sont-ils différents? Ils sont différents d'abord au point de vue nombre de clés et aussi légère amélioration dans la qualité du son. Ainsi, ce saxophone, qui est naturellement le modèle d'Adolphe Sax, mais avec tous les perfectionnements désirés,
Ce saxophone Quesnant va du La grave jusqu'au Sol aigu. Par exemple. Si vous permettez, Oui. Celui d'Adolphe Sax n'allait que jusqu'au Si grave et au Ré aigu. Voici donc la tessiture au point de vue grave dans Adolphe Sax pour Adolphe Sax. Voilà ce qu'était le saxophone de Sax. Voici le nôtre. Bon, bien la preuve est faite. Je vais vous demander une chose, monsieur Perrin. Pourquoi le saxophone a-t-il trouvé sa place grâce au jazz? Je veux dire, pourquoi le jazz lui a fait un sort particulier que la musique classique avant ne lui avait pas fait? Eh bien, cet instrument est tout de même un instrument au début relativement facile à jouer et on arrive à des effets sonores assez intéressants et naturellement étant propagé par le jazz, il a eu une grande popularité. Le seul inconvénient, c'est que sa sonorité était réellement trop déformée. Oui, nous allons entendre d'ailleurs, si vous voulez, un exemple de ce qu'est le saxo dans le jazz. Je vais vous le faire entendre. Oui. Et ensuite, vous me jouerez une phrase de musique classique et nous verrons si vraiment cela semble être le même instrument ou deux instruments différents. Alors, on va d'abord écouter Dom Bayas. Voilà, et maintenant, je vais vous demander de me jouer, vous, une phrase. Monsieur Perrin, je vais vous demander une dernière preuve. Il y a en fin de votre livre une phrase de Berlioz, vous allez me dire s'il exagère. Il écrit en parlant de la variété des accents du saxophone, qu'il est tantôt grave et calme, tantôt passionné, rêveur ou mélancolique, ou vague, dit-il, comme l'écho affaibli d'un écho, comme les plaintes indistinctes de la brise dans les bois, et mieux encore, comme les vibrations mystérieuses d'une cloche. Vous voyez que Berlioz ne craint pas les métaphores. Le saxophone passe pour être un des instruments effectivement les plus souples, qui peut imiter beaucoup de sons différents, qui peut faire en somme beaucoup d'effets. Voulez-vous nous donner quelques exemples de ces effets, par exemple des effets comiques? Je crois qu'il y en a deux. Oui, voici le rire par exemple. Oui, le rire, et le deuxième sera... Le deuxième sera le slap. C'est-à-dire? Le son claqué. Oui. Voici d'abord le rire. Et le slap. Vous dites aussi dans votre livre, Monsieur Perrin, que les saxophonistes ont souvent puisé leur répertoire dans le répertoire du violoncelle, à l'époque où les compositeurs n'écrivaient pas pour le saxophone. Parce que, dites-vous aussi, le saxophone se rapproche, s'apparente beaucoup au son du violoncelle dans certains cas. Exemple. Bien, prenons, si vous le voulez bien, le signe de Saint-Saëns. Oui. Parfait. Enfin, vous dites qu'il imite la voix humaine. Je vais vous donner un exemple. Il faut changer d'instrument. Oui, je prends le soprane parce que cet exemple est tiré d'une vocalise écrite par Maurice Ravel et qui est intitulée Habanera. Eh bien, Monsieur Perrin, il me reste à vous remercier. Je vais vous demander une conclusion en musique, en quelque sorte. Si vous voulez reprendre votre instrument, vous allez nous jouer quoi?
Voici la berceuse de Robert Planel.